En un siècle, nos paysages ruraux ont fortement évolué, notamment par l'impact du monde du travail. Autrefois, principalement organisés autour de l'agriculture, nos activités se sont diversifiées. Les agriculteurs représentent aujourd'hui environ moins de 2% de la population française. On comprend alors que notre rapport au sol est également évolué au cours du XXe siècle. L'importance d'un sol vivrier est devenue secondaire suite à l'intensification et à la mécanisation de l'agriculture, puis avec l'apparition du phénomène de pression foncière. Les bourgs, villages et hameaux étaient construits de manière compacte, préservant les terres exploitables et entretenant un rapport au paysage particulier avec des silhouettes de villages bien identifiables. Cette compacité peut être réinterprétée dans l'architecture contemporaine et elle peut permettre de valoriser les cœurs de village. L'enjeu des centralités est aujourd'hui porté par les politiques publiques avec les programmes de revitalisation des centres-bourgs et le programme Petites Villes de demain. Ces dispositifs partagent des objectifs communs, redonner l'envie d'habiter et de fréquenter les centres-bourgs. Leurs actions portent conjointement sur l'habitat, le patrimoine, l'espace public, le stationnement et l'équilibre commercial. Un travail sur l'existant s'avère incontournable. Les centres-bourgs sont des espaces déjà constitués, viabilisés, accessibles sans nouvelle imperméabilisation des sols et souvent bien implantés géographiquement. Le patrimoine rural est modeste mais riche d'enseignements par son adéquation au territoire et à ses ressources. C'est dans cet axe que travaillent les architectes aujourd'hui, s'appuyant sur des savoir-faire et des matériaux locaux. Il est possible de construire une architecture résolument contemporaine tout en restant modeste et en respectant les morphologies et les volumétries traditionnelles. Le projet il se situe sur la commune d'Avèze, dans les Monts du Lyonnais, qui est une petite commune rurale. Là, on a affaire à une ferme qui est en situation isolée, une ferme en U typique des Monts du Lyonnais. Cette ferme, quand nous on arrive, elle est partiellement réhabilitée sur sa partie habitation. Elle n'est pas encore réhabilitée sur les autres parties qui composent le corps de ferme, avec notamment la grange, le chapis. Et donc, elle est un peu en transformation, en cours de transformation à ce moment-là. L'objectif et la commande du maître d'ouvrage sur ce projet-là, c'est de faire une extension en fait, de leur partie habitation, sachant qu'on est assez contraint parce que, comme je le disais, en fait, c'est une ferme composée en U et les extensions vont être complexes à intégrer. Donc, le choix du projet, c'est de s'insérer en fait, sous un chapis existant, dans une partie finalement du corps de ferme préexistant, sous la toiture, contre des murs, et de venir comme ça glisser une extension qui, elle, vient se loger dans le tissu, dans l'édifice existant. Alors, les particularités du lieu sont déjà le fait d'être tenu dans un corps de ferme existant, d'avoir un bâti traditionnel qui, à l'origine, était un bâti qui servait à la production agricole, qui a été reconverti déjà depuis plusieurs décennies en habitation. Donc, on a notre maître d'ouvrage qui a déjà débuté en autoconstruction des travaux de transformation de la partie habitation et qui envisage de l'étendre. La particularité aussi, c'est qu'on est sur un bâti de qualité et qui évoque le caractère traditionnel de par sa matérialité aussi. On est sur un bâti en construction pierre, construction pisée aussi. Et à cet endroit-là, c'est assez intéressant parce qu'on peut se servir de cette matérialité comme caractère du projet, évidemment, et s'appuyer dessus. Nous, ce qu'on préconise à ce moment-là, c'est une extension plutôt en bois. En bois, pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un matériau qu'on a tendance à défendre par principe à l'agence parce que c'est un matériau renouvelable qui est aussi un matériau qui permet d'éviter l'utilisation massive des maçonneries très énergivores. Donc, on va plutôt rentrer des pièces de bois, les assembler sur place. Et en filière sèche, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très rapide, très efficace. Et il y avait aussi cette idée d'avoir finalement un projet un peu comme un meuble, comme ça, qu'on vient insérer dans une maçonnerie existante.
Ce qu'on remarque aussi dans les qualités et les particularités du site existant, c'est que, comme beaucoup de fermes traditionnelles des Monts du Lyonnais, la partie habitation est orientée plein sud. Et elle fait face à la partie grange étable, qui est orientée, elle aussi, plein sud de l'autre côté. La particularité, c'est qu'en fait, on a très peu de vues, finalement, vers la pente et vers les qualités de vue qu'ils ont en profondeur, c'est-à-dire plutôt est-ouest. Et ce projet, en fait, il vient proposer à la fois de venir s'insérer, mais de rester en dépassement, en saillie de la ferme traditionnelle, pour dégager des vues latérales qui n'existent pas aujourd'hui sur la cour et sur le paysage plus lointain. La proposition aussi, elle vient un peu, d'une certaine manière, rentrer discrètement dans le volume existant et en même temps l'accompagner, c'est-à-dire elle vient le compléter. D'une certaine manière, on vient s'insérer, mais on a aussi proposé, et le maître d'ouvrage a retenu cette idée, de créer un parcours abrité, là aussi en bois, qui vienne recomposer le mur est de la cour, qui lui était un mur nu, qui était un peu, comment dire, dans le temps, il était un peu laissé comme ça, et c'est vrai qu'on sent bien qu'à l'origine, ça devait fonctionner autrement, cette ferme. Donc on vient un peu comme ça recomposer la ferme en U grâce à ce parcours qui permet notamment aussi d'être à l'abri à cet endroit-là, entre l'endroit où on se gare et l'endroit où on habite. Moi, je pense une des bonnes approches, parce qu'il n'y en a peut-être pas une, mais il y en a probablement plusieurs. Nous, ce qu'on essaye de pratiquer à l'atelier de Montretier, c'est déjà d'avoir une intervention locale qui fasse sens, avec une idée qu'une opération, si elle est bien menée et qu'elle convient à la fois architecturalement, mais aussi à l'usager et au maître d'ouvrage, elle fait pédagogie petit à petit de l'une à l'autre et elle entraîne des évolutions globales dans le territoire petit à petit, opération par opération. Aujourd'hui, la bonne approche, c'est de réussir aussi systématiquement à avoir une vue d'ensemble. Parce que par exemple, sur un corps de ferme comme celui-ci, qui est en U, qui possède une grange étable, une partie habitation, des chapis, et puis d'autres dépendances, qui est un corps de ferme comme ça qui se tient avec une forme, une figure finalement, en fait, qu'on retrouve un peu systématiquement dans les Monts du Lyonnais, il est très important d'avoir une visibilité projet à long terme et pas uniquement de répondre aux questions seulement qu'on nous pose, mais d'essayer d'aller au-delà et d'anticiper finalement l'usage futur. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fera demain de la grange étable, par exemple. Est-ce que finalement elle peut être transformée en logement? Est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que finalement on peut imaginer qu'à terme, même au-delà de la vie de ce maître d'ouvrage-là, ce bâtiment, il accueille plusieurs foyers, par exemple. Voilà, il faut anticiper toutes ces questions-là pour que ce qu'on fabrique, ce qu'on produit comme évolution de ce bâti vernaculaire et ordinaire puisse demain intégrer les évolutions aussi, enfin les changements de paradigme en fait qu'on vit en ce moment et surtout l'évolution normale de ce projet pour pas qu'on ait à défaire ce qu'on aura fait demain. Donc c'est aussi ça pour moi la dimension durable d'une opération. C'est cette visibilité d'ensemble. Je dirais aussi qu'il me semble très important d'associer les matérialités au site. Et le caractère d'un lieu, c'est aussi la manière dont il a été construit dans le temps. Bien souvent, les fermes des Monts du Lyonnais, elles étaient autoconstruites avec, il y avait souvent l'aide d'un maçon à un moment, mais c'était beaucoup de main-d'œuvre et les agriculteurs s'aidaient en fait pour fabriquer une grange étable, puis une autre, etc. Et je pense qu'il faut respecter un peu cette qualité, cette histoire en fait des lieux, parce que ça fabrique un caractère qu'il s'agit plutôt de mettre en valeur sans forcément être dans le mimétisme.
première chose qui a porté le projet, évidemment, c'est le lieu. Là, en l'occurrence, quand même une parcelle très singulière, puisqu'il s'agissait de l'ancien jardin du presbytère de Bouvron. Et donc, quand on a visité ce site, c'était au printemps. Inutile de dire que c'était impressionnant d'une certaine façon, puisque sur cette parcelle qui était enclose de murs de pierre, il y avait des arbres fruitiers très vieux, il y avait une treille avec des vieilles vignes très très anciennes, toutes sortes de végétaux bien entendu, des fleurs, et puis surtout ce jardin était encore un peu jardiné, à la fois en friche mais aussi un peu jardiné. Donc, pour un architecte qui sait ce qu'est la brutalité, d'une certaine façon, d'un chantier, d'un terrassement, etc., la question de comment on va s'appuyer sur ce qui existe déjà pour préserver, identifier tout ce qui fait patrimoine, et tout faisait patrimoine d'une certaine façon sur ce terrain. Les murs de pierre, encore une fois, les végétaux, etc. La question, ça a été celle-ci, la première, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour préserver le maximum de ce qui est déjà là, donc sans trop détruire. On construit, mais on construit en détruisant le moins possible et en s'appuyant sur ce qui est déjà là. C'était la première chose. Donc sur ce qui est déjà là, bien sûr, il y a ce jardin. Il y a aussi le fait que c'est une parcelle en entrée de bourg, avec quelques éléments un peu singuliers qui paraissent des éléments un peu, comment dire, banal, anodin, mais une petite maison assez verticale à l'entrée du bourg. Bien sûr, le presbytère qui est toujours présent. Dans la perspective qu'on est tout près du bourg, on est à l'interface du centre-bourg et de la campagne. Dans la perspective de l'entrée de bourg, le clocher de l'église. Une autre petite maison un peu vernaculaire sur la droite, le long de la route départementale. Donc, voilà, ce sont les éléments sur lesquels nous nous sommes appuyés pour démarrer le projet. À partir du moment où on a identifié ce terrain comme quand même assez exceptionnel, avec ces murs de pierre, on a choisi de construire les quelques logements que nous devions construire. Pas énormément, 18, mais ça constitue quand même une petite opération de densification à proximité du centre-bourg. On a choisi d'accompagner cette parcelle qui était déjà comme une figure d'enclos. Donc on a construit en périphérie, c'est-à-dire un petit pavillon d'angle à l'échelle d'une grosse maison de bourg pour marquer la nouvelle entrée du bourg en quelque sorte. Une sorte de hangar le long du mur de pierre qui borde la voie d'entrée dans le bourg. Et puis une série de maisons comme une sorte de longère sur la partie ouest et une autre série de maisons en prolongement de cette bordure ouest. Et le tout a constitué un enclos indissociable finalement des éléments qui préexistaient. Donc on a libéré le cœur de la parcelle en préservant les arbres, souvent des vieux pommiers, quelques poiriers, et puis surtout en accompagnant les murs existants, en les reconstruisant ou en les confortant, puisqu'ils n'étaient pas toujours en très bon état. Ça a constitué quand même un surcoût dans l'opération. Et du coup, les bâtiments que nous construisions et les murs existants, le végétal existant, constituaient à la fin une sorte de tout indissociable. Et c'était ça qui nous importait. La chose importante aussi, c'est que dans la programmation, ça c'était en lien et en discussion avec à la fois la commune qui était partie prenante du projet et puis le bailleur social, Habitat 44, on a fait en sorte de développer au travers des archétypes construits que nous avons mis en place une variété en fait de logements. C'est-à-dire on a à la fois des maisons à rez-de-chaussée avec un jardin, on a un petit collectif de petits logements, des maisons un peu en série pour des plus grands logements. Donc on a à la fois une variété typologique et aussi une variété dans les modes d'habiter, alors que l'opération est une petite opération de 18 logements, mais avec une grande variété de modes d'habitat et de types de logements.
lorsque les bâtiments d'ailleurs ont été réalisés, et lors de la conception du projet, il y avait un enjeu important qui était la question de la place de la voiture dans cet endroit. Parce qu'il fallait quand même une voiture, une place de stationnement par logement. Et il n'était pas question de les construire ou de les installer en dehors du périmètre. Bon, ça, c'était la donnée communale. Et donc, il fallait trouver la place de cette voiture à l'intérieur de l'enclos. Et évidemment, nous ne voulions pas que le cœur de parcelle devienne un parking ou un parc de stationnement. Il n'était pas question. Donc, on a cherché des solutions pour installer les voitures dans des garages qui participent à l'organisation des volumes, et aussi sous ce que j'ai appelé le hangar tout à l'heure, qui est ce bâtiment linéaire qui borde le mur le long de la route départementale et qui est surélevé par trois logements. Donc la question de la voiture, c'est quand même, dans les territoires comme ça ruraux, une question importante, dès lors que on ne veut pas qu'elle soit trop présente. Il y a des modalités à réfléchir pour qu'on puisse la contenir de façon assez drastique.